Les mains dans le dos, papy. Ou tu veux qu'on te passe les menottes 2 fois? Le vieil homme ne répondit pas, ne broncha pas. Il posa simplement sa canne au sol et laissa les policiers lui prendre les poignets, sans trembler, sans protester. Résigné, calme. Il pensait avoir arrêté un vagabond de plus. 1 heure plus tard, 3 téléphones sonnaient en même temps au poste de police. Et puis, le silence. Parce que quand le ministère de la Défense appelle directement votre commissariat, vous comprenez que l'homme dans la cellule n'est pas une erreur. C'est un avertissement. Si tu crois que le silence n'est pas une faiblesse, écris « respect » en commentaire. Walter Delmas ajusta sa casquette élimée contre la morsure du matin. 79 années avaient creusé des sillons profonds sur son visage, chacun portant l'empreinte d'une histoire qu'il n'avait jamais racontée. Sa routine, elle, ne variait jamais. Réveil à 5h30, habillé à 6, dehors à 6h15. Le quartier reconnaissait sa silhouette, haute malgré les ans, les épaules toujours droites sous son vieux manteau brun délavé. Ses bottes militaires usées résonnaient à chaque pas, rythmées par le claquement de sa canne en érable. « Bonjour Walter » lança Madame Garon depuis sa véranda, comme chaque matin. Il répondit d'un hochement de tête, sa version à lui d'une conversation. Dans cette rue tranquille de Milburn, tout le monde le connaissait sous le nom de l'ancien Walter, un vestige inoffensif du quartier. Les enfants murmuraient qu'il avait été espion. Les adultes supposaient qu'il était juste un vétéran parmi d'autres, alourdi par des souvenirs trop pesants pour être partagés. Personne ne savait vraiment, et Walter ne confirmait jamais rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres, jusqu'à ce qu'il passe devant la boutique de spiritueux d'Edmond à 7h23. La vitrine était étoilée de fissures, des éclats de verre éparpillés sur le trottoir. Walter s'arrêta, observa les dégâts d'un regard méthodique, presque militaire, puis reprit sa marche vers l'arrêt de bus. Observer, analyser, avancer. Réflexe gravé par des décennies d'entraînement. Ce que Walter ignorait, c'est que la boutique venait tout juste d'être braquée, à peine un quart d'heure plus tôt. La caméra de surveillance n'avait capté qu'une silhouette floue, grande, âgée, portant un manteau brun, marchant avec quelque chose à la main. Le gérant paniqué avait donné une description qui, sans le vouloir, correspondait presque trait pour trait à Walter. La patrouille 114 tourna au coin de la rue alors que Walter arrivait à l'arrêt. À bord, les agents Pérez et Domergue, tout juste sortis de l'école de police. C'est forcément lui, lâcha Domergue en allumant les gyrophares. Ils sortirent de la voiture, mains sur leurs étuis, leurs voix tendues par l'adrénaline. « Stop! Montrez-moi vos mains !» Walter s'arrêta, lentement, délibérément. Il posa sa canne. « Les mains en l'air !» cria Pérez, prenant le silence de Walter pour de la défiance. Walter leva les bras, aussi immobile qu'il l'était autrefois dans les tranchées 50 ans plus tôt. Sans tremblement, sans un mot. « À genoux !» hurla Domergue. Les genoux de Walter ne pliaient plus vraiment depuis 1974, mais il s'agenouilla quand même en silence, les articulations criant leur douleur dans le vide. Les voisins commencèrent à sortir, attirés par le vacarme. Des visages inquiets murmurèrent, confus. Une étudiante sortit son téléphone et commença à filmer. Personne n'osa intervenir. Walter fut menotté, ses droits récités à une figure de marbre, puis embarqué dans la voiture, comme un colis trop lourd. Au poste, le brigadier en charge de l'accueil leva à peine les yeux. « Non ?» Walter ne dit rien. « Tu veux jouer au dur ?» « Très bien. » Il prit son portefeuille, y trouva une carte. Walter Delmas, né en 1946. Eh ben, on a un vrai moulin à paroles ici. Les yeux de Walter restèrent de fixés au loin, comme s'il regardait bien au-delà des murs du commissariat. Les néons blafards dessinaient une carte de sillon sur son visage, chacun tracé sur des plages, dans des forêts, lors d'opérations qui n'existeraient dans aucun manuel d'histoire. Empreintes, photos, inventaire des effets personnels. Un mouchoir en tissu, 3 $ en pièces, une vieille montre de poche en laiton gravée d'initiales qu'il ne commenta pas. L'agent chargé du relevé nota, un peu surpris, la stabilité de ses mains tout au long de la procédure. Pas un tremblement malgré l'âge, ils l'enfermèrent dans la cellule numéro 3. Il s'assit, droit comme un piquet, les mains posées sur les genoux, les yeux rivés au mur. Il ne réclama pas d'appel, ne demanda ni eau, ni explication. Il attendit, simplement, comme on lui avait appris à le faire, il y a bien longtemps. Pendant ce temps, dans la boutique d'Edmond, l'agente Leclerc interrogeait un nouveau témoin. « Le type que j'ai vu boiter, c'est sûr », affirma l'homme, pointant du doigt l'écran de sécurité. Mais il n'avait pas de canne, et il allait vite pour un vieux.
comme si la démarche n'était qu'un jeu. Leclerc fronça les sourcils et appela la centrale. « Je crois qu'on a arrêté la mauvaise personne. » Elle ajouta, le suspect avait une manche déchirée. Au poste, l'agente Isabelle Nguyen, 3 heures après le début de sa garde, ne pouvait s'empêcher de repenser à cet homme silencieux. La plupart des prévenus râlaient, exigeaient un avocat ou tentaient de s'en sortir par la ruse. Lui, il dégageait une dignité étrange, presque déplacée. Par curiosité, elle consulta son dossier. Walter Elian Delmas, né en 1946. Adresse dans un quartier tranquille de la ville. Aucun antécédent. Une carte militaire. Par réflexe, elle tapa son nom dans un moteur de recherche. Les résultats s'affichèrent, et sa tasse de café glissa de ses doigts, explosant au sol. Mon Dieu! Devant elle, les articles se multipliaient. Général de division, Walter E. Delmas, récipiendaire de la médaille du courage. Héros de l'opération Orage Fantôme honoré au siège central de la Défense. Histoire méconnue d'un commandant d'élite. Elle cliqua sur le premier lien, les mains tremblantes. Une photo s'afficha. 30 ou 40 ans plus jeune, mais le regard était le même, en uniforme impeccable, recevant la plus haute distinction militaire des mains d'un ancien président. 3 missions au Vietnam. Opération classée confidentielle. Commandant des forces spéciales lors de la bataille d'Al-Basra. 2 étoiles d'argent, des décorations que Nguyen ne reconnaissait même pas. L'homme dans la cellule n'était pas un simple vétéran, c'était une légende vivante. Elle se leva d'un bond et courut jusqu'au bureau du commissaire. « Monsieur, on a commis une énorme erreur. » Au même instant, les téléphones du poste se mirent à sonner les uns après les autres. Ligne d'accueil, ligne directe du chef. Même le téléphone rouge de la salle de repos, normalement silencieux, se mit à vibrer. Le commissaire Marius Galland décrocha d'abord agacé, puis son expression changea du tout au tout. « Oui, commissaire Galland à l'appareil, à qui ai-je l'honneur ?» Son teint devint livide. « Oui, monsieur. Le ministère, bien sûr. Je comprends. » La voix à l'autre bout était calme, mais portait une autorité indiscutable. « Vous retenez actuellement le général Walter Elian Delmas, c'est exact ?» Galland déglutit. « Il a été arrêté ce matin sous... Libérez-le immédiatement et présentez-lui personnellement vos excuses. »« Monsieur, nous avons des procédures... » Commissaire, coupa la voix. « Le général Delmas dispose de niveaux d'accréditation qui dépassent l'entendement. D'ici 30 secondes, votre maire, votre préfet et votre député vont tous vous appeler. Je vous suggère de libérer le général avant qu'ils ne le fassent eux-mêmes. » Nguyen n'attendit pas les ordres. Elle courut jusqu'au couloir des cellules, sa carte de sécurité tremblant entre ses doigts. La serrure émit un bip. La porte s'ouvrit doucement. Walter Delmas était assis exactement comme il l'avait laissé. Dos droit, mains posées sur les genoux, regard fixé sur un point invisible du mur. L'agente Nguyen se redressa instinctivement, comme par réflexe militaire, un automatisme qu'elle ignorait posséder. « Monsieur, je suis sincèrement désolé. Nous ne savions pas. » Walter leva les yeux lentement. Ses premiers mots depuis l'arrestation. Calme, posé. « Je sais », le commissaire Galland apparut quelques secondes plus tard, escorté des 2 jeunes agents, leur visage pâle, marqué par la réalisation. « Général Delmas, au nom de tout le commissariat, je tiens à vous présenter nos plus sincères. » Walter leva la main, à peine, mais suffisamment pour le faire taire. « Les erreurs arrivent, » dit-il d'une voix rocailleuse, usée par les années. « Mais ce sont les choix qui révèlent qui nous sommes. » Il tourna la tête vers les 2 recrues qu'il avait menottés. Aucun des 2 ne put soutenir son regard. « Si vous ne pouvez pas distinguer une menace d'un vétéran, murmura-t-il, alors peut-être que l'uniforme est trop lourd pour vous. » Ces mots tombèrent comme une charge d'artillerie. Le commissaire l'accompagna personnellement au service de traitement, s'excusant à chaque pas, avec une humilité presque douloureuse à regarder. Walter signa les documents avec la même main ferme que celle qui, autrefois, avait tenu la ligne sous le feu ennemi. Il récupéra ses effets personnels, pas un mot de plainte, aucun appel à l'indignation, pas de menace de poursuite. Juste le silence d'un homme qui avait traversé bien pire et qui n'allait pas se laisser ébranler par une simple méprise administrative. Mais dehors, le monde avait déjà changé. La vidéo prise par l'étudiante fut postée en ligne avant la tombée de la nuit. 15 secondes d'un vieil homme arrêté à genoux sans opposer la moindre résistance. C'était suffisant pour enflammer les réseaux sociaux. Les commentaires fusaient. « C'est le général Delmas. Ils ont arrêté un héros décoré comme un vulgaire criminel.
Regardez comme il reste digne, sans dire un mot. Voilà ce que c'est la vraie discipline. Mon grand-père a servi sous ses ordres dans les années 70. Il disait que c'était le seul homme capable de ramener tout un bataillon vivant. En une nuit, la vidéo dépassa les 2 millions de vues. Le matin suivant, les chaînes nationales s'étaient emparées de l'histoire. Les associations de vétérans diffusèrent en boucle la photo officielle du général en uniforme, côte à côte, avec les images de son arrestation. Le contraste frappait l'imaginaire collectif de plein fouet. Le héros décoré et le vieillard silencieux, humilié. Les forums d'anciens combattants explosèrent de récits soudain libérés, comme si le mutisme d'une génération s'était fissuré. Des témoignages surgissaient de partout, chacun racontant ce que Walter avait fait sans jamais en parler. La section locale des anciens de la Défense publia une déclaration qui devint virale. Walter Delmas a porté le silence comme une seconde peau pendant des décennies. Peut-être que c'est nous qui avons trop tardé à porter le nôtre. Dans les jours qui suivirent, des caméras commencèrent à s'installer dans sa rue. Des journalistes vinrent sonner à sa porte. Mais les voisins, ceux qui le voyaient marcher chaque matin, formèrent une barrière humaine, refusant de les laisser approcher. Walter, lui, ne sortait plus. Les volets restaient clos. Puis, un matin, une note manuscrite fut scotchée sur la porte d'entrée. Pas d'interview, pas de bruit, laissez tomber. Mais le monde, cette fois, ne voulait pas oublier. Des fleurs commencèrent à apparaître sur son perron. Des lettres d'excuses venues de tous les coins du pays. Un sculpteur local déposa un aigle en bois, finement gravé, les ailes ouvertes. D'anciens soldats firent des kilomètres simplement pour venir se recueillir en silence devant chez lui, formant une haie d'honneur muette. Walter n'avait rien demandé, pourtant, sans le vouloir, il était devenu un symbole. 3 jours plus tard, la mairesse Élise Bardot se présenta en personne à son domicile, entourée de ses assistants et d'un photographe. « Général Delmas, dit-elle lorsqu'il ouvrit enfin, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce terrible incident. Nous sommes prêts à faire une déclaration officielle et à organiser une cérémonie publique en votre honneur. » Walter la fixa longuement. Puis il jeta un regard appuyé vers l'objectif du photographe. « Faites vos changements, répondit-il sec. Pas vos discours ? » Elle repartit sans sa photo. La semaine suivante, discrètement, le commissariat publia de nouvelles directives sur la manière d'interagir avec les anciens combattants. Le programme fut conçu avec l'aide de plusieurs associations militaires. Chaque agent, désormais, devait suivre une formation spécifique sur les signes du stress post-traumatique, le langage corporel militaire et les approches à adopter avec ceux qui avaient servi. Mais le commissaire Galland ne s'arrêta pas là. Il lança un nouveau programme de jumelage entre policiers et vétérans pour renforcer les liens communautaires. Et les 2 jeunes agents qui avaient arrêté Walter furent les premiers à y être assignés. Pas pour les punir, pour les éduquer. L'agent Domergue, le plus jeune des 2, ne dormait plus depuis ce jour-là. Une semaine après, incapable de rester avec ce poids sur la conscience, il prit sa voiture, en civil, sans armes, sans uniforme. Il frappa à la porte de Walter. Celui-ci mit du temps à répondre. La 3e fois fut la bonne. « Monsieur » commença Domergue, la voix étranglée. « Je sais qu'un simple pardon ne suffira jamais, mais je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé. » Walter l'observa en silence. Puis, sans un mot, il s'écarta pour le laisser entrer. Ils prirent le café dans le salon, dépouillé du vieil homme. Des meubles simples, un ordre impeccable. Pas de photos de famille, juste des médailles, des insignes, des drapeaux pliés sous verre, soigneusement alignés. « Je suis devenu flic pour protéger les gens, » confessa Domergue. « Mais je vous ai blessé. » Walter hocha lentement la tête. La peur transforme parfois les bonnes intentions en armes. Domergue lui demanda alors comment réparer ça. Walter posa sa tasse, puis dit « En te rappelant que l'autorité ne t'appartient pas. Elle t'est prêtée. » Lorsque le jeune agent se leva pour partir, Walter lui tendit un petit objet. Une pièce de défi usée, marquée par le temps. L'insigne des forces spéciales à peine lisible. « Elle n'est pas encore à toi, dit-il, mais tu es sur la voie. » Domergue la serra dans sa main comme un trésor. Les caméras finirent tôt par disparaître. La tempête médiatique s'apaisa. Mais quelque chose avait changé, définitivement. Une forme de conscience silencieuse, un déplacement dans l'équilibre du respect. Le 11 novembre arriva, froid, clair, sans bruit. La journée des anciens combattants. Walter Delmas se leva à l'aube, comme toujours. Il enfila son pantalon soigneusement repassé, ses chaussures cirées, son manteau foncé sur lequel il accrocha ses décorations militaires avec une précision presque religieuse. Il peigna ses cheveux blancs tirés vers l'arrière,
plaça sa casquette sur sa tête, puis prit sa canne et quitta la maison sans un mot. Comme chaque année, à la même heure, il marcha jusqu'au parc du souvenir. Le mémorial se dressait dans la lumière pâle du matin, un mur de granit noir gravé de noms oubliés, marqué par le sang de générations entières. Walter s'en approcha lentement, sa canne tapant sur les dalles un rythme solennel. Devant le monument, il s'arrêta, se redressa et salua. Un salut impeccable, figé, maintenu une minute entière malgré la douleur qui irradiait de son épaule usée. Lorsqu'il abaissa enfin le bras, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna. L'agente Nguyen se tenait là, immobile, à distance respectueuse. Juste derrière elle, Domergue et Pérez en civil, puis d'autres, des visages inconnus, des anciens combattants venus de loin, de près, de plusieurs générations. Des casquettes, des insignes cousus, des regards marqués, pas de caméra, pas de discours, pas de micro tendu, juste des hommes et des femmes debout dans le silence. Un hommage sans mots, un vétéran au regard clair, portant un écusson prisonnier de guerre, disparu au combat, sur sa veste élimée, s'avança. Il fixa Walter dans les yeux, il n'eut pas besoin de parler, il se comprenait. Le langage muet de ceux qui ont vu l'indicible. Il leva la main, salua. Walter répondit, son bras fatigué, retrouvant la force, et pendant plus de 30 minutes, ils restèrent là, sans un son, dans la lumière dorée d'un matin d'automne, baignés de cette paix que seuls les survivants connaissent. Quand, au loin, les préparatifs de la cérémonie officielle commencèrent, le groupe se dispersa, sans un mot. Des poignées de main, des gestes de tête, puis chacun repartit. Walter rentra seul, comme toujours, mais ses pas semblaient plus légers. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur la petite rue tranquille de Millburn, une voiture s'arrêta devant sa maison. Quelqu'un descendit, silencieusement, et déposa quelque chose sur son perron. Walter le découvrit plus tard, une couronne de bois sculptée à la main dans laquelle était inséré un drapeau plié en triangle. Gravé au centre du bois, un seul mot, respect. Il la prit entre ses mains, la regarda longuement, puis la posa avec soin sur sa cheminée. Elle y resterait. Walter ne donna jamais d'interview. Il ne chercha jamais la lumière. Il ne demanda aucune réparation, ni compensation. Certains dirent que c'était par orgueil, ceux qui avaient réellement vécu comprirent que c'était par humilité. Une humilité forgée sur des terrains que la plupart n'imagineraient jamais. Là où les médailles ne comptaient pas autant que la vie de l'homme à côté. Il reprit simplement ses marches silencieuses, sa routine méticuleuse. Mais les voisins remarquèrent quelques changements. Une inclinaison de tête plus marquée. Parfois, un mot échappait dans une salutation. L'isolement rigide s'était fissuré à peine, comme l'hiver qui recule face aux premiers frissons du printemps. Et au poste de police, les choses ne redevinrent jamais comme avant. Dans la salle de briefing, on installa une plaque. Pas un rappel de ce qu'il ne fallait pas faire. Un rappel de ce qu'il fallait les incarner. Dessous, gravé simplement, « Dignité ne se menotte pas ». Chaque nouvelle recrue entendait désormais cette histoire. Non pas comme une honte, mais comme une leçon. Une histoire de transformation. Et dans la poche de Domergue, la pièce de défi que Walter lui avait confiée attendait encore d'être méritée. L'insigne, usé par les années, portait une chaleur particulière. Chaque jour, en l'effleurant du bout des doigts, le jeune officier se souvenait que les leçons les plus puissantes ne sont pas toujours criées. Certaines ne sont que des silences, chargés de sens. Alors si toi aussi, tu crois que le silence est la marque de ceux qui ont déjà tout prouvé, laisse un like et écris « respect » en commentaire, en précisant la ville depuis laquelle tu regardes. Maintenant, reprenons l'histoire.